On t'apprend vraiment des conneries, c'est ça qui est terrible à l'école, qui te servent à rien dans la vie, et pas des choses utiles. En vrai, à un moment donné, et c'est pas en école de commerce, ne clashons pas l'éducation nationale. Ah mais à l'époque, je faisais 300-500 000 vues chaque vidéo minimum. Enfin, il y a eu des week-ends, une fois j'ai fait 3 millions de vues 3 fois de suite, j'ai pris 100 000 abonnés ce week-end-là. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Ça a trop changé. D'accord. Mais combien de gens se sont dit ça quand ils avaient 20 ans et aujourd'hui à 60-65 ans avec 1000 euros de retraite, ils vivent pas, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de montrer aux gens, que c'est bien de s'intéresser dès aujourd'hui au sujet d'adulte, en fait. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Je suis trop contente aujourd'hui puisque j'ai Charles au micro de Drift. Charles, je vais déjà te laisser te présenter si tu veux bien, donc ce que tu fais, ton contenu, etc. Salut Colline, du coup je suis Charles Gasto, donc je fais des vidéos de base sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram principalement, où je parle de finance, d'économie, d'argent en général et même parfois un peu d'actualité et de tech. En fait c'est toutes les choses un peu qui peuvent intéresser des gens qui ont entre 18 et 35 ans sur soit comment gagner plus d'argent, économiser plus d'argent, ou comprendre le monde. Ouais. Et du coup, moi, j'ai un truc que je retiens sur tes vidéos, c'est abonne-toi TikTok, Insta. Ça, c'est une grande blague parmi même mes amis. On est d'accord, hein. Depuis, ça fait 5 ans parce que je fais des vidéos. Ouais. Et au début, vraiment, avec mes amis, à chaque fois, ils me disaient abonne-toi TikTok, Insta, mais tout le temps, c'était un truc. En plus, je disais ça extrêmement vite. Je disais abonne-toi TikTok, Insta en moins d'une demi-seconde parce que je voulais pas perdre trop de temps non plus. Et en effet, ça choquait les gens. Alors que maintenant, j'ai changé. Je dis juste partage à tes amis et abonne-toi. Ah ouais, t'as changé. Parce que si je mets des vidéos sur d'autres plateformes, ça marche pas. TikTok, Insta. En plus, je mettais même un petit logo TikTok, Insta, mais ça faisait un layer de fou. Enfin, c'était un peu abusé quand même. Et maintenant, j'ai juste abonne-toi et je cible vers le bas parce que je cible Instagram principalement. Ouais. Ah ouais, mais alors dommage parce que moi j'adorais cette. Mais ça choquait. Mais les gens étaient là en mode punaise, ils comprenaient pas ce que je disais parfois. Ils disaient abonne-toi TikTok, Insta. Je disais ça tellement vite que les gens comprenaient même pas. Heureusement que je sous-titrais. Ouais. Mais ouais, en effet, les gens sont beaucoup moqués de moi sur ça. Mais en même temps, ce call to action, c'est ce qui fait la différence. Mais évidemment, il y a 4 ans quand on était sur les réseaux, ça incitait énormément les gens à s'abonner. J'y croyais pas quand les youtubeurs faisaient ça, mais en fait oui, les gens s'abonnent quand on leur demande de s'abonner, donc pourquoi pas. Maintenant ça marche beaucoup moins quand même, mais ça a beaucoup marché, donc je recommande aux gens de faire un call to action aussi simple que ça. Ouais, c'est clair, t'as grave raison. Du coup, t'as commencé quand sur les réseaux sociaux? J'ai commencé fin 2020, comme beaucoup de monde durant les confinements. En vrai, tout simplement, au début je faisais genre une vidéo tous les 3-4 mois, et après je me suis dit vas-y go. J'en ai fait 2 par jour, je crois, pendant 2 ans et demi, puis une maintenant, depuis 2 ans aussi. Ok, une par jour? Ouais, obligatoirement. Après, à chaque fois, moi, j'ai 1 ou 2 mois d'avance, donc il y a aucun problème là-dessus. Ah ouais? Tu planifies tous tes sujets en avance? J'ai une orga de fou. Non. Là, j'ai 50 vidéos d'avance en français, par exemple, donc j'ai aucun problème sur cette problématique. Ah oui, c'est vrai que t'as plusieurs comptes, j'ai vu ça. Donc tu proposes du contenu en plusieurs langues aussi? Ouais, j'ai français, italien, espagnol. J'avais commencé anglais, ça fonctionnait pas trop. J'ai commencé portugais, mais ça me prenait trop de temps. Donc en fait là, je focus vraiment sur italien et espagnol. Et comme ça a quand même plutôt bien pris, en italien j'ai 100 000 abonnés en cumulé, en espagnol 50-60 000. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est les mêmes contenus en fait qui sont dans les autres langues. Mais t'es bilingue ou? Alors je suis bilingue français, italien, anglais, trilingue, ouais. Mais juste là j'utilise l'IA après. Bah oui, c'est ce que je me disais. En fait, maintenant tu peux même si je parle très bien italien, ça se verrait parce que t'as pas la même fluidité, le même accent, et donc en fait, et les gens pensent vraiment que soit je suis espagnol, soit italien. Ah oui. Mais et pourtant je m'appelle Charles le Français, donc c'est ça qui est fou. Ouais. Et les gens disent mais quoi, t'es pas italien ou pas espagnol? Je dis bah non, mais c'est écrit dans mon nom carrément. Et donc en effet, ça fait quand même du coup 3 vidéos par jour à sortir sur les 3 comptes. Donc en fait, si je rajoute aussi plein de langues en plus, ça devient vraiment compliqué à terme de tout gérer, quoi. Et tous les contenus que tu produis en France fonctionnent aussi pour l'Italie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains vraiment fonctionnent dans tous les pays à chaque fois, c'est ça qui est fou. Mais parfois certains fonctionnent dans certains pays, d'autres pas du tout. J'ai fait une vidéo, c'était avant-hier ou il y a 3-4 jours sur par exemple, là j'ai fait le coffre-fort de l'humanité qui est en Norvège, et la vidéo sur TikTok elle a fait genre 100 ou 150 000 en français sur TikTok, mais 200 000 en italien. Ça, et en espagnol 1500. Donc ça n'a aucun. Et vraiment, mais parfois il y a des vidéos, elles font 1 million en France, 1 million en Italie, 1 million en Espagne. C'est vraiment hallucinant de voir ça, comme quoi c'est les mêmes vidéos qui peuvent intéresser. Mais parfois on voit la concurrence, tu vois, des autres créateurs qui sont déjà présents, ou l'absence de créateurs. En Italie, il y a pas trop de créateurs qui parlent de mathématiques. Et donc c'était un peu free. Moi j'y suis allé, et donc là j'ai pris rapidement des abonnés pour le coup. Et comment t'as su que c'était free? Ça veut dire que t'as regardé? Ouais, j'ai regardé. Mais comme je parlais italien, là, je comprenais les contenus, j'ai cherché, en fait, les contenus qu'il y avait. Excellent. Et il y avait personne. J'ai dit, let's go. Au pire, en fait, moi, je tente pendant 2-3 mois les vidéos. Ça fait 100 vidéos. Ça marche pas, j'abandonne, je change de pays si besoin.
Ok. Mais en soi, pour moi, c'est vraiment l'étape d'après qui est, en France, j'atteins quand même un peu une sorte de plafond de verre. Je dis, pourquoi pas aller tenter des nouveaux abonnés ailleurs? Et en fait, les vidéos, j'ai déjà tous les scripts. J'ai juste à les tourner dans les autres langues, les faire, et en fait, ça va extrêmement vite. Et en fait, je monte les vidéos, les 3 à chaque fois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le montage français, c'est le plus dur. Après, je réplique italien, espagnol, mais ça va extrêmement vite. Ouais. Et donc, finalement, ça me rajoute peut-être un quart d'heure, 20 minutes en plus sur chaque langue. C'est juste qu'en fait, ta vidéo, à la fin, je la connais vraiment par cœur. J'en peux plus de la voir, quoi. Je vois toujours la même chose, donc c'est un peu long. Mais ouais, mais après, l'italien, je fais ça depuis le mois de septembre, espagnol depuis le mois de décembre. Et après, le mieux, en fait, ce serait de faire plein de langues. Et en fait, j'ai vu MrBeast, je suis ok. Mais oui, en fait, c'est lui, ça marche. Et attends, je suis finalement, c'est possible, même si c'est pas du tout la même vidéo. Il y a des gens qui peuvent être intéressés. Et en fait, quand tu vois le marché des autres pays, tu t'assois sur des centaines de millions de téléspectateurs, donc c'est bête, alors que tu pourrais finalement bénéficier de toute cette audience pour un coût supplémentaire qui est pas aberrant non plus. Et tu réponds à chaque communauté aux commentaires? Je réponds juste aux DM. Les commentaires, non, parce que il y en a quand même pas mal et que j'ai quand même la flemme dans les autres langues. Surtout qu'espagnol, ne parlant pas espagnol, c'est vraiment, je chat GPT, j'écris le commentaire, je lui dis réponds-lui. Parfois, c'est un peu des commentaires nuls et tout. Vraiment, par contre, message privé, dans toutes les langues, je réponds à tout le monde. Donc ça prend un peu de temps. Mais ouais, mais les gens sont hyper sympas, en vrai, pour le coup. Et surtout, maintenant, je suis suivi par des gens, par exemple, genre des députés en Italie, ce genre de choses. Et c'est improbable de se dire, mec, qui est pas du tout de leur pays, ils me suivent et ça les aide. Donc je trouve ça marrant, maintenant. Mais c'est excellent. Et du coup, tu utilises quel outil d'intelligence artificielle juste pour Agen, franchement, comme beaucoup de gens qui utilisent. Mais honnêtement, en fait, j'en utilise plein. J'ai essayé Agen, Hakool, il y en a plein, en fait. Franchement, il y en a entre 5 et 10. Et tous les 3-4 mois, je refais un benchmark et je les réessaye tous. Parce que certains, je les utilisais il y a 1 an. Maintenant, plus du tout. Et je sais que c'est extrêmement dynamique. Et donc, il faut pas hésiter. Version gratuite ou payante? Payante. Non, là, t'es obligé. Ouais, t'es obligé. C'est combien environ par mois? Je crois que c'est 50 euros ou $50 par mois. Par mois, ouais, ok. Mais par exemple, sur Agen, là, t'as crédit illimité. C'est un peu le problème souvent sur l'IA, c'est qu'il y a des crédits. Oui, c'est là, vrai. c'est crédit illimité quand on paye. Alors après, honnêtement, ça dépend toujours, tu vois, de ce que tu utilises. Avant, j'utilisais une autre plateforme où tu avais un crédit illimité, tu pouvais faire genre 30 vidéos par mois. Donc ça aurait été un peu différent. Mais franchement, je dis pas à l'instant T, je dis ça c'est la meilleure IA. Dans 6 mois, ça sera clairement pas la meilleure IA, tu vois, comme toujours. Ça bouge tout le temps. J'utilise même Eleven Labs parfois pour faire de la voix. Mais s'il y a mieux, dans 6 mois, je changerai aussi, tu vois. Donc ça me coûte quand même cher en IA, pour le coup. Mais c'est assez fou de se dire qu'on peut atteindre des gens sans parler les langues. C'est juste parfois je me dis, je dois dire des bêtises. Il va se dire, qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Parfois, dommage. C'est clair. Et du coup, donc t'as commencé quand t'étais encore étudiant ou pas du tout, en fait, les vidéos, la création de contenu? J'ai commencé quand j'ai testé TikTok. J'ai découvert TikTok en 2018. Je travaillais en banque d'investissement chez Bank of America à Londres. J'étais en stage. Et là, il y avait un des plus vieux de la salle, à 65 ans, il devait avoir, il me dit, c'est quoi TikTok? 2018. TikTok, c'est des danses Fortnite et rien de plus que des danses. Et il me dit, mais comment ça se monétise? Du coup, j'installe TikTok, je lui dis, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Et en fait, je finis mon stage et là, tous les 3-4 mois, je dis, je peux faire une petite vidéo sympa pour tester. Et en fait, progressivement, je lui dis, ok, ça sent l'opportunité de fou. Et je dis, moi, j'ai adoré faire des cours de finance, la finance comportementale, ce genre de choses. Je dis, je vais parler de ça sur Internet et j'ai vu qu'aux États-Unis ça avait commencé à apprendre. Je dis ok, en France ça n'existe pas, let's go, je me lance dans le créneau. Et très rapidement, en 6 mois, j'avais 500 000 abonnés sur TikTok. Et parce qu'en plus, l'algorithme te permettait d'être beaucoup plus viral que maintenant. Ah, mais à l'époque, je faisais 300-500 000 vues chaque vidéo minimum. Enfin, il y a eu des week-ends, une fois, j'ai fait 3 millions de vues 3 fois de suite. J'ai pris 100 000 abonnés ce week-end-là. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Ça a trop changé. Maintenant, c'est plus possible. Les gens s'abonnent pas autant. On fait pas des millions de vues aussi rapidement. C'est plus étalé dans le temps. Et du coup, il y avait une opportunité de malade. Je dis, let's go. Et après, tu vois, la grosse différence avec les autres plateformes, c'est que j'ai progressé beaucoup moins rapidement. C'était flagrant. TikTok, après, c'est une usine à buzz, donc c'est comme ça. Mais ouais, j'ai commencé en parallèle, en fait, de mon travail. Je travaillais dans un cabinet de conseil. Et donc, je faisais vraiment les deux en parallèle. C'est pour ça que j'avais pas mis mon vrai nom de base pour pas que mon travail, on me trouve. À la fin, on finit par me trouver, forcément. Mais pendant 2-3 ans, je crois, on m'a pas trouvé. Je faisais mes vidéos comme ça, en parallèle. Et donc, c'était un peu prenant, parce que quand on travaille de 8h, 20h, c'est compliqué de faire ces vidéos. Je faisais ça le soir, la nuit, le week-end et tout. C'était, mais je faisais pas. Une fois, je suis rentré de vacances à minuit. Et une marque m'avait dit, j'ai besoin que tu fasses les 5 vidéos pour demain, 9h. Je suis rentré chez moi, jusqu'à 3h du matin, j'ai tourné les vidéos, je les montais, j'étais dégoûté. Tu devais être crevé. T'es KO parce que tu rentres d'un week-end à Barcelone, t'as pas trop dormi. Mais après, honnêtement, t'es payé, tu peux pas te plaindre, c'est le truc de fou, mais tu te dis, vraiment, c'est hallucinant. Mais bon. C'est ça qui est marrant aussi, tu vois. Et donc maintenant, juste pour terminer sur la création de contenu, c'est ton travail.
Et tu disais que tu avais un planning. C'est quoi, du coup, une journée dans ta peau, quoi? Franchement, alors, moi, vraiment, tout est planifié dans ma vie à l'heure près. Ok. Tous mes week-ends et tout. Ouais. Juste pour bien diviser. En fait, déjà, il y a une grosse partie montage. C'est ce qui est un enfer, évidemment, parce que du coup, je fais les 3 langues. Ça prend quand même du temps. Et comme je disais, moi, je fais des grosses plages horaires. Genre, je monte pendant 3 ou 4 heures à la suite. Ok. Ouais, ta tête, elle est comme ça, là. Bah ouais, parce qu'en fait, tu pourrais monter une vidéo par jour, mais je trouve que, imagine, un jour, t'as pas le temps, tu vas pas pouvoir faire la vidéo. Donc, c'est pour ça que j'ai un gros backlog, moi, de vidéos déjà montées. Et j'en monte beaucoup. Donc, en fait, tous les jours, en fait, maintenant, genre 3 fois par semaine, je fais 3 ou 4 heures de montage. Après, j'ai une partie session d'écriture. Au début, j'essaie de différencier, même, tu vois, un peu les plateformes ou les langues. Bon, maintenant, j'essaie de tout uniformiser pour que ce soit des vidéos un peu généralistes pour tous les pays. Donc, une grosse session là-dedans. Après, j'ai une partie tournage. Donc, ça, en fait, quand je tourne pas une vidéo, j'en tourne 20 x 3. Donc je les tourne à la suite, j'enchaîne et tout. Maintenant, je vais me trouver une technique, tu vois, pour éviter de perdre trop de temps, c'est que je fais beaucoup de discussions entre 2 personnages, ce qui fait qu'en fait les personnages regardent toujours des ordinateurs avec les scripts. Donc tu peux pas te tromper, tu lis les scripts en boucle. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Ouais. Après maintenant, j'ai pas mal aussi, moi j'ai une agence, donc je vais beaucoup à mon agence pour travailler soit sur ma stratégie éditoriale, soit pour collaborer avec des marques. Ou... Exactement. Moi j'ai une agence, tu vois, où il y a l'agent de général et après il y a d'autres gens qui travaillent à côté, donc c'est plutôt sympa. Puis même comme tu as un local pour aller travailler, j'ai même tourné, quand j'avais une stagiaire, je tournais mes vidéos directement dans l'agence. Trop bien. Donc c'est hyper pratique pour le coup. Et après, tu participes toujours à plein d'événements, tu vois, qui te prennent quand même le temps à partir de 18h, 20h, donc forcément ça t'oblige à sortir de chez toi. Et après, voilà. Et là, en plus, comme tu vois, je travaille sur mon podcast, j'ai beaucoup de travail un peu offline où je réfléchis sur comment le mettre en place, comment monter, parce qu'en fait, tout ça, là, les caméras et tout, en fait, c'est un truc qui est pas simple à mettre en place. Ouais. Et après, finalement, c'est beaucoup de travail seul, mais bon, pour l'instant, ça me va. Ça te va ? Ok. Ouais. Du coup, c'est quoi ta passion ? Enfin, qu'est-ce que tu partages dans tes vidéos ? Tu m'as parlé de finance. Ouais, alors ça, c'est ce que je pitch de base. La finance, ça fait bien longtemps, je pense qu'on n'en parle plus trop. Ouais. Au début, je parlais vraiment de finance de marché, ce qui est mon master, en fait. Qui est ton master, ok. Donc, c'était un peu ta passion ou juste tu t'es dit il y a un créneau sur TikTok, je le prends? Moi, j'aimais beaucoup toute la partie investir en bourse. Enfin, tu vois, j'ai découvert les cryptos quand j'étais en cours de finance. Quand on était en cours, on faisait du training en live avec un pote en 2017-2018. Et donc, on a vraiment apprécié ça. Et moi, je trouvais les cours de finance comportementale extrêmement intéressants. C'est comment le marketing et ton comportement est utilisé pour t'inciter à acheter. Je trouve c'est hyper. Et au début, tu vois, c'était par exemple, quand t'achètes une PS5 à 500 €, on te propose d'acheter une autre manette en plus pour 50 €. T'as déjà dépensé 500 €, t'es pas à 50 € plus. Tu vois, c'est la vente complémentaire. Et en fait, quand tu le sais, tu dis mais oui, c'est évident en fait que t'es bien plus à l'aise de faire cela. Et donc je trouvais ça hyper intéressant. En plus, les deux, il y avait aussi personne le fait, autant en profiter pour en parler directement sur internet quoi. Mais le but, tu vois, de base, c'était même pas de percer ou de faire de l'argent, c'était juste partager des trucs intéressants qui je me trouvais intéressantes. Et en plus, toute la finance c'est quand même très sombre, on utilise des mots un peu compliqués. Et en fait, quand je parlais d'inflation en 2021, les gens disaient mais c'est quoi l'inflation? Ça n'existait pas l'inflation. Et après d'un coup, aujourd'hui, on comprend ce que c'est. Oui, parce que on en entend aussi beaucoup plus. Et parce on vit l'inflation, mais les gens disaient ok. Quand je parlais de la crise de 2008, en vrai, c'est parce que ça intéresse personne. Et en fait, quand tu expliques de manière très simple, évidemment, c'est pas la vraie crise de 2008 que je t'explique, mais juste plus ou moins le concept. Tu dis ah oui, ok, il filait de l'argent à des gens qui n'avaient pas d'argent pour rembourser. Aussi simple que ça, tu vois. Évidemment, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus simplifié, mais. Mais moi, je te donne en 40 secondes. Après, c'est à toi d'avoir la volonté d'aller faire la recherche, le petit truc en plus qui va faire la différence dans ta vie, tu vois, toujours. Maintenant, en fait, je parle d'économie, je parle d'actualité, j'écris un peu l'actualité politique, comment ça va avoir un impact sur ton argent, sur tout en général, même un peu, tu vois, ça peut être la géopolitique. Tu vois, j'avais fait sur la guerre en Ukraine, l'impact sur les métaux rares, sur toute l'économie en général. Moi, je trouve intéressant aussi un peu de tech, un peu de temps en temps, parce que je trouve ça quand même hyper intéressant. Et maintenant, je suis assez dans l'IA. Je vais partir un peu plus dans l'IA. Ouais. En même temps, c'est le sujet aussi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je donne des astuces en fait sur des choses. Soit tu ne connais pas, soit qui pourraient un peu améliorer ta vie. Tu vois, c'est des astuces qui vont pas changer radicalement ta vie. Mais parfois, tu vois, avant, je donnais sur comment budgétiser. C'est débile. Mais si tu l'appliques, en fait, ça peut être vraiment game changer dans ta vie. Là, maintenant, je vais partir sur du contenu un peu plus, tu vois, sur comment améliorer ta santé, sur comment avoir un meilleur, physique et une meilleure santé sur ton corps, qui, je pense, ça peut être intéressant. Finalement, je te donne une astuce sur l'argent. Là, c'est une astuce sur comment optimiser ton sommeil. Comment optimiser ton argent, comment optimiser ton sommeil. Tu vois, ça marche aussi sur le papier. Donc, c'est vraiment juste donner des petits tips qui peuvent t'aider au quotidien. Souvent, les gens me disent, toi, tu fais toutes tes astuces. Non. Sinon tu vis pas. Tu les fais pas. Non mais je peux pas faire toutes mes astuces, c'est un enfer. Je donne tellement que ce serait horrible, tu vois, de faire tout ça. Mais juste en fait, tu prends l'astuce qui peut te convenir à l'instant T. Tu vois, si je te dis il faut investir, 300 € par mois en bourse,
bah, quand t'es étudiant et que t'as pas de job, c'est pas possible. Ouais. C'est évidemment. Mais tu le gardes dans un Mais coin tu de ta peux te dire, tête. oui, c'est ça. Ouais. C'est que, franchement, tu vois, moi, j'ai commencé à investir quand même tard. Tu vois, régulièrement, j'avais genre 24, 25 ans. Mais si tu le fais quand t'as 18, 20 ans, quand tu découvres le monde de l'investissement, bah, ok, quand tu vas travailler, tu vas dire, bah, moi, je vais peut-être économiser plus, je vais peut-être faire ça, plutôt que dépenser, dire, oui, on n'a qu'une vie. D'accord? Mais combien de gens se sont dit ça quand ils avaient 20 ans et aujourd'hui, à 60, 65 ans, avec 1000 euros de retraite, bah, ils vivent pas, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ça que j'essaie de montrer aux gens, que c'est bien de s'intéresser dès aujourd'hui au sujet d'adulte, en fait. Mais ça, c'est exactement ça, ce que j'allais dire. C'est ta bio Insta qui est tout ce que tu devrais savoir en devenant adulte. Bah c'est ça, parce qu'en fait aujourd'hui on sort tous d'école plus ou moins à 25 ans ou ce genre de choses, et en fait on connaît rien de la vie, on connaît rien aux impôts, on connaît rien à l'investissement, on sait limite, la plupart savent même pas faire à manger ou limite tenir un appartement, et là c'est des petits trucs, tu vois, que tu peux appliquer dans ton quotidien, qui sont pas complexes mais qui sont utiles. Alors certains, bah c'est bidon, ça va pas changer radicalement ta vie, mais juste, tu vois, moi je trouve que c'est des choses que tes parents t'ont pas forcément appris, ni l'école, en fait. Mais non, actuellement en fait, l'école, on t'apprend pas à devenir non. adulte ou à et gérer je trouve ces c'est choses. hyper dommage. On t'apprend vraiment des conneries, c'est ça qui est terrible à l'école, qui te servent à rien dans la vie, et pas des choses utiles en vrai à un moment donné. Et c'est pas en école de commerce, ne clashons pas l'éducation nationale. Les écoles de commerce t'apprennent des choses. Moi j'étais en finance, on nous apprenait des choses, on nous disait, vous voyez, on est dans un monde fictif, déjà ça commence bien, le monde fictif ça n'a aucun intérêt, où c'était à l'époque les taux d'intérêt étaient à zéro. Ils disaient, partons du principe que les taux d'intérêt sont à 5%. D'accord. Donc c'est pas du tout la réalité actuelle. Et en fait après, même maintenant c'est pas le cas. Et en fait on t'apprenait des choses qui étaient de la théorie, mais juste pour faire de la théorie. Et donc, c'était en fait, pas applicable. C'était pas applicable au monde réel. réalité. Et moi, une fois, je suis arrivé, j'étais en stage en banque, et ils disaient, tu vois, tout ce que t'as appris, ça sert à rien, parce que ce n'est pas du tout applicable au monde actuel. C'est des choses qui ont été faites, tu vois, il y a 20 ans, 30 ans. Le monde évolue tellement rapidement que c'est absolument pas adapté. Ouais. Et en fait, on t'expliquait un truc, mais on te disait pas pourquoi ça avait un impact. On te disait, par exemple, sur les trucs de finances de marché, je vais pas partir dans les détails, mais c'est des trucs qui disaient, si ça varie, si il y a un petit paramètre qui varie, alors le prix de l'action, par exemple, varie. Mais on te dit pas pourquoi, quel est l'impact réel sur le monde réel, par exemple, s'il y a une guerre dans un pays, pourquoi ça a un impact sur le cours du pétrole, par exemple. Ça, on te l'expliquait pas. Alors qu'en vrai, tout ça est relié. La géopolitique impacte énormément les cours de bourse et tout en général. Et genre, c'est ça qu'on nous apprenait pas. On nous apprenait de la théorie, encore une fois, qui ne sert à rien. Mais tu vois, on t'apprend évidemment pas comment fonctionnent les impôts. C'est ça qui est fou. Mais oui. Et parce qu'il y a tellement un tabou sur l'argent que personne te parle d'impôts. Moi, mes parents, ils me parlaient pas de comment gérer son argent, tu vois, on te parlait pas d'impôts et tout. Et je trouve c'est dommage. Parce que les gens, en fait, après, ils arrivent, ils savent pas gérer leur argent. On leur a toujours dit, faites comme vous voulez, et t'apprendras plus tard. Mais t'apprends jamais plus tard parce que c'est inintéressant d'apprendre à gérer son argent, tu vois. Alors qu'une fois que tu sais le faire, ça change ta vie. Ça change ta vie. Tu parlais justement d'investissement, que les jeunes... on pourrait se dire, j'investirai plus tard parce que là, j'ai envie de tout dépenser, etc. Est-ce que tu as d'autres types d'erreurs qu'on fait justement quand on devient adulte et auxquelles, selon toi, il faudrait qu'on pense beaucoup plus rapidement que attendre d'avoir, 45, 50 ans? Alors, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, une des pires choses qu'on fait tous, honnêtement, c'est souvent de se comparer aux autres. Et en fait, c'est un truc qu'on a, et je pense quand on vieillit, on l'a un peu moins, mais quand on est jeune, on se dit, lui, typiquement, il est habillé, genre, c'est rien, en Louis Vuitton, en Balenciaga, et tu dis, pas moi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, et comme c'est souvent le signe un peu de richesse ou quoi, les gens vont dépenser leur argent dans ce genre de choses pour se dire, moi, je me démarque, je suis mieux qu'eux parce que j'ai mieux. Tout ça, c'est juste fait pour t'inciter à consommer bêtement, et donc, tu vas dépenser ton argent. Et ça va toujours t'inciter à consommer plus. En fait, tu vas acheter des biens matériels qui t'apporteront rien dans la vie. Et en fait, à l'inverse, il y a des gens qui vont se dire, ok, au lieu de dépenser cet argent, parce que si t'achètes franchement des vêtements à 2000 euros, honnêtement, c'est comme si tu mettais finalement 150 euros, 180 euros par mois en bourse. Et il y a des gens qui font cette erreur de pas investir, qui disent, j'attends 40 ans, 50 ans. Sauf que si tu commences quand t'as 25 ans, 200 euros par mois, ça se fait. Mais quand t'as 40 ans, ça sera pas 200 euros qu'il faudra mettre, ça sera peut-être 800 ou 1000 pour rattraper tout ce que t'as perdu. Et c'est là, la plus grosse erreur des gens, c'est que notre plus gros atout, quand on est jeune, c'est le temps. Ouais. En fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est que vous n'allez pas devenir millionnaire à 40 ans. Ouais. Oui, ça arrive. Faut créer une boîte. Mais si tu investis progressivement, 18 ans, 20 ans, 25 ans, à tes 60 ans, 65 ans à ta retraite, là, tu auras assez de capital qui aura été accumulé et avec les intérêts composés, en théorie, tu devrais avoir plus d'argent que ce que tu as investi. Et sous 200 euros par mois pendant 40 ans, je crois que tu as mis par exemple 90 000 euros de côté. Sur le papier, c'est pas grand chose. Mais avec les intérêts composés, peut-être que tu finis à 500 000 ou 600 000. Or que 90 000 euros, t'achètes une voiture si tu veux. Ouais.
Et les gens font souvent cette erreur de pas investir et de trop dépenser, je pense, sur des choses qui sont inutiles. Alors oui, il faut profiter de la vie. Je dis aux gens, vraiment, quand t'as 25 ans, c'est le moment d'aller un peu voyager dans le monde, de découvrir les choses, tu vois. Mais t'es pas obligé de dépenser sur des choses qui ne servent à rien. Et pour moi, par une erreur, où c'est les fausses soldes. Pour moi, c'est par exemple, ça coûte 2000 euros, un vêtement à 2000 euros, il est en solde à moins 50%, il vaut 1000 euros. Te dis, c'est un bon plan. Oui et non, hein. Parce que, ouais, c'est moins 50%, faut quand même lâcher 1000 euros, tu vois. Et moi, j'ai un ami, il me dit, ouais, j'ai acheté un costume Dior 2000 euros. Il dit, ouais, mais, ah non, 1000 euros, mais il valait 2000. C'est un bon plan. Il dit, ouais, il est où le bon plan? T'as quand même mis 1000 euros dans un costume. À nos âges, on travaille pas non plus chez Goldman Sachs, où on n'est pas ministre. Et encore, je suis pas sûr que t'en aies besoin, que ce soit vraiment hallucinant de mettre autant d'argent, en fait, dans des choses qui sont futiles à ce point. Moi, à chaque fois, je lui dis, toi, tu mets 1000 euros dans les costumes, moi, je préfère acheter 1000 euros d'une action, au moins, j'ai plus de kiff, tu vois. À la limite, peut-être ça va te rapporter plus. Parce que de toute façon, quand t'achètes un vêtement, l'argent est perdu, tu vois. Peut-être que tu vas le revendre en seconde main, mais tu revendras jamais 500 euros, tu vois. Je pense pas du tout. Et pour moi, je pense que c'est vraiment cette heure de vouloir dépenser et d'essayer de rattraper des gens qui n'ont pas du tout la même vie, parce que souvent, on compare avec les gens d'Instagram. Les influenceurs. Les réseaux sociaux sont un peu le. Et puis en plus, il y a une énorme tendance du luxe. Hein. Tu parlais du luxe sur les réseaux sociaux. Tu vois maintenant des jeunes qui ont peut-être 18, 19 ans et qui se procurent des pièces de luxe. Mais forcément, tu peux que être influencé. Mais toi, t'as 25 ans, tu dis, mais lui, il a 18 ans, il a un sac de luxe, il habite à Dubaï. Bon, après, la réalité, c'est qu'il sait pas, c'est qu'il est payé par peut-être un site de trading bizarre qui lui a prêté les habits pour faire des vidéos. Et ça, le danger, c'est de se comparer à des gens où on ne connaît pas la vraie vie. Genre, c'est comme si tu rencontres un des enfants de la famille Arnaud et t'as envie d'être au même niveau que lui. C'est pas possible, tu vas juste courir après quelque chose que tu ne pourras jamais rattraper toute ta vie, en fait, face à des gens, donc, soit qui ont énormément d'argent, c'est pas rattrapable, ou des gens qui fake, et sur les réseaux, tous les gens mentent. Croire que c'est la vraie vie que d'avoir un sac Birkin et de rouler en Ferrari à 25 ans, ça n'existe pas. En fait, soit t'as eu la chance d'acheter la bonne crypto, ou tes parents sont milliardaires, ça n'existe pas. Et le problème, c'est que ça incite les gens à surconsommer. Et je trouve que c'est terrible de faire cela, c'est terrible pour moi. Si demain, moi, je veux investir, je vais où? Je fais quoi? Tu veux dire en termes de plateforme? Ouais, par exemple. Plateforme, alors. Ou autre, en fait. Dans quoi je dois investir, déjà? Et où est-ce que je vais pour investir? Alors tout d'abord déjà, prenons un truc très simple, c'est que quand on investit, souvent on conseille aux gens d'aller dans la bourse. La bourse, faut quand même partir du principe que il y a des risques de perte en capital, partielle ou totale. T'achètes une action, prenons la première au monde, comme ça on me dira pas des choses. Nvidia, il y a 2 mois, ou 3 mois, 4 mois, elle était à $140. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 110. Sur le papier, t'as perdu presque 30% de ton investissement, tu vois. Est-ce que déjà tu vas le tenir? Tu vois, c'est déjà le premier point, faut être conscient que la bourse, tu peux perdre de l'argent. En 3 mois, tu peux faire moins 50%. Il faut être conscient du principal truc. Mais souvent, moi, je dis aux gens, investissez en bourse parce que c'est un peu le plus simple sur le papier, parce que c'est abordable. Tu peux investir avec 100 euros, 200 euros en bourse, t'achètes une action, tu peux la revendre dans la minute, souvent parce que c'est très liquide. T'achètes souvent des actions des très grandes boîtes. T'achètes LVMH, dans 1 seconde, tu mets la vente, elle est vendue. Sauf que choisir une action, c'est compliqué. Oui. Il y a des gens, dans les années 2000, qui se sont dit, j'achète l'action Nokia et BlackBerry. Ouais. Ils avaient le choix entre BlackBerry et Apple. Il y en a un qui a fini millionnaire et l'autre, il a fini ruiné, tu vois. Et donc, c'est extrêmement compliqué de se dire, toi, il faut se poser la question, est-ce que toi, rationnellement, t'es chez toi, t'as pas fait d'études en finance, tu travailles pas dans une banque, est-ce que t'es meilleur que Wall Street? Que des mecs qui sortent de Harvard, du MIT, qui ont fait des études, qui sont traders, est-ce que t'es meilleur qu'eux? Réponse, non. Parce que 90% des gens qui font de l'investissement actif, donc qui choisissent des actions ou quoi, sont moins bons que des ETF. Un ETF, tu vois, c'est un produit qui va répliquer, en général, un grand indice boursier. Un grand indice boursier, par exemple, c'est le S&P 500, les 500 plus grandes boîtes américaines, ou le CAC 40, les 40 plus grandes boîtes, qui a notamment LVMH, Airbus, ce genre de choses. Et donc, en fait, en général, ce qu'on conseille aux gens, aux néophytes, c'est acheter plutôt des ETF. Puisqu'au moins, le risque est diversifié. Tu as les 40 entreprises les plus grandes de France, et en théorie, ça réplique un peu la croissance du pays. C'est pour ça que la bourse américaine explose, parce qu'il y a beaucoup plus de croissance, par exemple, que la croissance en France, pour le coup. Et donc, je dis aux gens, achetez plutôt cela, parce qu'au moins, quand tu achètes les 40 plus grandes entreprises françaises, imagine une qui fait faillite. C'est compensé par les 39 autres. Mais surtout, c'est dynamique. C'est-à-dire que s'il y a une entreprise qui performe mal, la 40e, elle va être sortie et remplacée par une meilleure. Et donc, c'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, si tu avais acheté les 500 entreprises américaines en 2000, tu aurais acheté des boîtes qui étaient dans les télécommunications et tout, on te disait c'est l'avenir. Mais si tu n'avais pas changé, t'aurais pas acheté Facebook, t'aurais pas acheté Nvidia, ni Tesla, ni Apple. Et en fait, ça qui est intéressant, c'est que toi, t'achètes le truc, et lui,
le gestionnaire va répliquer tout cela et être dynamique. Et comme tous les ans, il y a des nouvelles boîtes qui entrent et qui sortent, toi, t'as rien à faire. Tranquille. Et en fait, en théorie, ça prend que les meilleurs parce que c'est les plus grosses boîtes. Ouais. Dis-moi, celles qui ont les plus grosses valorisations, en général, il y a des critères et tout. Donc moi, je dis aux gens, plutôt que de choisir une action, prenez plutôt un ETF parce que c'est moins risqué et aussi, vous avez rien à faire, vous avez pas trop de choses à réfléchir. Après, sur les plateformes, il y en a plein de plateformes. Tu vois, on différencie souvent compte titre et PEA. PEA, c'est bien parce qu'il y a une défiscalisation après 5 ans sur les plus-values. Tu peux mettre jusqu'à 150 000 euros. Compte titre, tu seras taxé sur 30% de tes plus-values à la fin de l'année, qu'importe, dès que t'as vendu, t'es taxé dessus, et tu peux acheter les actions du monde entier. Sur le PEA, c'est plan d'épargne en actions, c'est uniquement les actions européennes. En général, ça peut être des ETF américains, mais en euros. D'accord. Parce qu'il faut que ce soit toujours en euros pour le coup. Mais donc, tu vois, tu as ces deux parties-là, donc PEA et compte titre. Moi, je dis aux gens, pour pas donner les noms de plateformes, c'est toujours de benchmarker toutes les plateformes qui existent et de prendre celles, en général, basées en France. Au moins, t'es sûr qu'en cas de faillite, t'as la garantie des dépôts, en général, et de vérifier les frais. Parce que souvent, on te dit, ouais, alors c'était surtout il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est un peu moins le cas quand même. On disait, tu fais un ordre, t'achètes pour 200 euros, t'as 20 euros de frais. Donc déjà, t'as perdu 10% de performance dès le début. Donc c'était ça qui était extrêmement dangereux. Aujourd'hui, tu peux faire des trades à 1 euro. Moi, franchement, je paye jamais très cher tous mes trades, donc c'est plutôt pratique. Et surtout, si t'en fais 1 ou 2 par an, à la limite, même si tu payes 10 euros, ça va, tu vois. Mais il faut faire attention aux frais qui peuvent coûter très cher, tu vois. Mais aujourd'hui, moi je dis aux gens, n'allez pas forcément voir directement les banques. Si vous voulez juste acheter un ETF, vous mettez sur une plateforme, vous attendez et c'est terminé. Ok. Sauf que là, vous faites un peu du trading actif, c'est-à-dire que, encore une fois, tu prends moins 20% en 2 semaines, il faut le tenir. Si t'étais via un professionnel, il te dirait non, vous inquiétez pas, il va t'expliquer. Toi, t'es face à toi-même, tu dois faire des choix. Et ça, la psychologie, quand tu fais du trading, c'est le plus compliqué à gérer. Wow. Parce qu'en une journée, tu peux faire 10%, perdre 10%, fin de la journée, t'es à 0. Et toi, tu regardes tout le temps? Ouais. En fait, plus j'ai d'argent, plus je regarde. Typiquement, si quand je vends beaucoup d'actions, du coup, je me dis, bon, ok, là, j'ai plus que 10% de mon portefeuille, pas problématique, tu vois, y a pas de... Mais quand j'ai beaucoup d'argent, je me dis, ah ouais, je reçois des notifs et tout, c'est horrible. Ah ouais, c'est horrible, mais c'est très cool, parce que d'un coup, je vois une notif augmenter 10%, tu fais, ah ouais, yes, finesse. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc, moi, je dis aux gens, faites attention aux actions, même si vous pouvez le faire, évidemment. Après, tout ce qui peut être intéressant, c'est d'investir, par exemple, tu vois, dans les métaux précieux. L'or est à son plus haut historique. Et ok. Donc, c'est $3 000 l'once d'or. Et en fait, mais c'est logique. Tu vois, sur le papier, c'est logique. Mais et pour moi, c'est même pas un gros investissement. Je me dis, rationnellement, si on réfléchit, on se dit, toutes les banques centrales du monde veulent se dédollariser. Donc, elles en ont marre d'acheter du dollar pour soutenir leur monnaie. La seule alternative, c'est d'acheter de l'or. La Chine, la Russie, les pays comme ça, achètent de l'or massivement. Donc, en fait, tu te dis, l'or, on ne trouve pas des mines d'or tous les 2 jours. Plus ou moins, les quantités sont limitées. La demande augmente. En théorie, ça devrait augmenter. C'est pas éternel. La bourse, ça peut pas que augmenter. Mais la demande va progresser forcément. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant de se dire, toujours mettre un peu d'or dans son portefeuille au cas où. En plus, c'est souvent une protection contre l'inflation. En cas de crise économique, en général, l'or monte aussi. Plus il y a de l'incertitude, tu vois, comme il y a actuellement dans le monde, en général, les gens achètent de l'or pour se protéger. Et j'en achète où de l'or? Tu peux acheter, pareil, il y a des ETF or qui répliquent directement, donc tu n'as même pas de problème et tout. Soit tu peux acheter de l'or physique. Le seul problème de l'or physique, c'est soit tu le mets dans ta banque, soit tu le mets chez toi, mais si tu te fais cambrioler, c'est mort. Mais l'avantage de l'or physique, parce que quand tu achètes de l'or souvent sur un compte titre, quand tu vends, 30% sur tes plus-values. Sur de l'or physique, après 22 ans, il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values en France. C'est ça qui est hyper intéressant, je ne connaissais pas du tout. Il n'y a pas de TVA non plus à l'achat, parce qu'on pourrait se dire non, et en fait, c'est comme c'est de l'investissement, il n'y a pas de TVA, donc au bout de 22 ans, pas de fiscalité. Donc en fait, tu vois, si tu investis sur 40 ans, tu peux te dire que c'est pas bête de se dire ça. Donc tu as une petite couche action, ça peut être une petite partie ETF, or, métaux précieux, ça peut être de l'argent. Là, je regarde jamais l'argent, donc je saurais pas trop dire. Et après, comme je dis toujours, un peu de crypto, sait-on jamais, dans le doute. Moi, je dis toujours à mes parents, tu aurais pu acheter l'action Apple, ça paraissait évident. Je veux pas que mes enfants me disent, tu aurais pu acheter des cryptos, ça paraissait évident. Dans le doute, je refuse d'accepter cela. Et après, évidemment, moi, ce que je dis toujours, c'est l'immobilier en France. Le French Dream, tu vois, l'American Dream, le French Dream, c'est la promesse de la France, c'est devenir propriétaire. Tout le monde se dit, je veux devenir propriétaire. La première des choses que font les gens, c'est d'acheter un appartement ou une maison, tout ce qu'on veut. Donc l'immobilier, l'avantage de l'immobilier, c'est que tu achètes un bien, disons 200 000 euros, tu l'achètes pas cash. Tu as peut-être mis, 30 000 euros, et le reste, c'est la banque.
Donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu as fait le levier avec la banque qui a pris le risque. Et en plus, alors là, les taux sont évidemment à 3-4%, c'est plus là, compliqué. En ce moment, ouais, mais quand on avait des taux à 0,5, 1%, l'inflation elle est plus élevée. C'est-à-dire qu'en fait, t'es gagnant. Parce qu'en plus de ça, l'avantage c'est que c'est de l'épargne forcée. C'est comme tu vas investir en bourse ou n'importe quoi, ça t'oblige à mettre de l'argent de côté. Et même honnêtement, tu as t'investi, t'es flat à l'arrivée, donc disons que tu n'as pas fait de plus-value, mais ça t'a forcé à épargner. Parce que les gens, si je te dis tu as 1000 euros à dépenser tous les mois, bah tu vas dépenser 1000. Mais si je te dis tu as 1000 moins 200, tu as 800. Tu vas dépenser 800 aussi, mais au moins tu as 200 euros qui ont été mis de côté. Ouais. Et quand les taux sont bas, donc là c'est un peu moins le cas actuellement, mais ça finira toujours par redescendre, ça vaut le coup d'investir dans l'immobilier parce que c'est pas toi qui mets l'argent, forcément. Alors, une fois j'ai fait ces vidéos parce que les gens s'en rendaient pas compte, c'est que les gens pensaient que quand tu empruntes 100 000 euros à 3%, tu rembourses 103 000. Ah oui, d'accord. Et c'était un truc, et honnêtement, en fait c'est un truc que je pensais aussi avant d'aller en cours de finance, et je disais 3%, faites pas du tout. C'est pas ça, tu vas rembourser à 3%, peut-être 100 000, tu rembourses peut-être, je sais pas, 120 000 ou 130 000, tu vois, à l'arrivée. Mais il faut être conscient de ça. Parce que les gens se disent vraiment, c'est rien en fait 3%. Rien, non, en fait, pas du tout. C'est sur le capital restant. Et le capital diminue chaque année, mais tu rembourses 3% dessus, tu vois. Donc au début, c'est 3 000, puis des 1 900 progressivement. Et progressivement, ça fait énormément d'argent que tu rembourses. Donc il faut faire quand même très attention à ça. Mais pour moi, l'immobilier, c'est d'une évidence que c'est un très bon point. Et comme on est toujours, au moins tu vis dans l'appartement, t'as pas un loyer à payer. Ouais. Donc ça vaut le coup. Et à la fin, t'as quand même des murs, tu vois, c'est quand même quelque chose. Ouais, t'as c'est un rassurant. bien physique. C'est rassurant parce que les actions, c'est pas rassurant du tout, c'est virtuel. Ouais. Là, t'as le bien. Tu vis chez toi. Au pire même, si le bien il perd de la valeur, tu vis dedans. Quand au bout de 25 ans, quand t'as remboursé ton prêt, le bien est à toi. Ouais, c'est vrai. Et après, pour ceux qui ont la flemme d'acheter, qui veulent faire du locatif, tu vois, soit ils font du locatif directement physique, soit ils achètent des SCPI directement, tu vois. Ok. Et du coup, tu me parlais au tout début du podcast, tu me parlais de répartition de budget. Si tu arrives bien à le répartir, c'est un peu un game changer. C'est quoi, toi, tes meilleurs conseils pour bien gérer son budget alors ? Franchement, la meilleure méthode, et j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, c'était méthode nulle. 50, 20, 30. Je suis sûr que beaucoup de gens la connaissent. Tu mets 50%, je crois, pour tes besoins vitaux. Ok. Ensuite, tu mets... Genre courses, loyer, tu comptes le loyer ? Ouais, courses, loyer... électricité, ce genre de choses. Internet, en fait, les coûts un peu fixes qui reviennent forcément tout le temps, tu vois. Ensuite, tu as 30% en loisirs. Okay. Donc, tu vas au restaurant, tu vas faire la salle de sport, tout ce que tu veux. Mm-hmm. Toutes les choses qui sont pas essentielles dans ta vie. Ouais. Et 20% épargne investissement. Okay. Et en fait, comme je dis toujours, vous commencez par le 20%. On part une part de 1000 euros. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu épargnes dès le début, je te dis, tu as 800 euros. Ok. Mais si je te dis, tu épargnes à la fin, mais t'oublies. En fait, exemple simple, quand t'as 25 ans, t'es samedi soir 2h du mat, tu te dis pas, après avoir un peu trop bu, tu te dis pas, non, j'arrête, je prends pas de verre supplémentaire, faut que j'économise. Personne te dit ça. Ouais. Mais si dès le début tu le fais, t'as un virement automatique vers ton compte d'investissement, t'y penses pas, c'est fait automatiquement et tu vas adapter tes dépenses à cela. En fonction de ça. Exactement. Alors évidemment, là on a pris une base de 1000, mais tu l'adaptes forcément à ton budget. Ça peut être parfois 15%, parfois 25%, mais c'est juste qu'en fait, répartir les tâches va aussi te forcer à faire un budget. Moi, ce que je fais depuis 2-3 ans, c'est que tous les mois, à la fin du mois, j'ai toutes les lignes de tous mes comptes de banque. Excellent. Okay. Ça prend un peu de temps, mais honnêtement, après, je fais des statistiques sur qu'est-ce que j'ai dépensé, genre en alimentation, combien j'ai dépensé, en transport, en loisirs, et ce qui permet de voir où est-ce que je fais des dépenses. Parce que parfois, tu te rends compte, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ça ? Parfois, pourquoi j'ai autant en abonnement ? En fait, comme je dis toujours, si tu dépenses 40 euros par mois pour le téléphone mobile, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça coûte 10 euros tous les abonnements, les forfaits sans abonnement. Et du coup, après, tu peux te dire, je paye trop cher en abonnement, je vais en reprendre un autre qui est beaucoup moins cher. Mais exactement. En fait, tu prends des décisions comme ça en fonction de... Mais oui, parce que je me dis, pourquoi je dépense autant ? Et en fait, ça doit te prendre un temps fou de faire ça. Non, franchement, 2-3 ans maintenant, j'arrive à faire tout mon budget mensuel. Et maintenant, je suis habitué de faire tout ça. Ouais, c'est vrai, il faut juste prendre la main. J'ai pas beaucoup de lignes non plus de dépenses. Donc en fait, je le vois et je sais ce que je dépense. Et en fait, moi, je me dis, mais ok, pour l'an prochain, je vais essayer d'aller renégocier mes assurances. Par exemple, t'as une assurance emprunteur, tu renégocies. C'est la loi Lemoine. Tu peux renégocier directement ton assurance emprunteur sur un prêt immobilier. Tu peux économiser 5 à 10 000 euros facilement sur le 25 ans. C'est pas dégueulasse. Mais non plus. De ouf. Et après, en fait, typiquement, sur Deal Labs, il y a énormément de points qui te disent, là, forfait, j'en sais rien, BNU, free, 10 euros par mois au lieu de 20 euros. Et en fait, avec mon frère, nous, si besoin, tous les 6 mois, je change d'opérateur. Non. Moi, vous me proposez des prix moins chers, il n'y a aucun problème, je change, tac, tac. Mais t'as jamais déjà appelé ton opérateur actuel pour dire, voilà. Je l'ai fait chez Free. En fait, une fois.
Alors là, c'est vraiment D-Labs. Il y avait un mec, il y avait un thread sur D-Labs qui expliquait comment appeler Free pour négocier étape par étape les phrases à dire pour avoir un abonnement 2 fois moins cher. Non. Au lieu de 40 € par mois, j'ai payé 20 € par mois pendant 1 an. Et le mec disait, vous appelez, il avait listé les numéros à appeler. C'est-à-dire que vous appelez même pas la plateforme. En direct, vous appeliez genre le bon service, genre renégociation, et qui eux font des prospects. Donc vous êtes le prospect qui les appelle et vous leur dites exactement, ils disent, ok, c'est bon. Vraiment. Un quart d'heure, c'était plié. Et le mec avait tout expliqué. Je trouve ça magique de pouvoir faire ça parce que les gens ne pensent pas qu'on peut renégocier les abonnements. Mais il faut pas hésiter. Vous payez 20 €, mais tous les 3-4 mois maximum, à Black Friday, à Noël, je sens là pour la Saint-Valentin, mais les promotions, tout le temps. Mais oui, il y en a souvent. Mais bon, et c'est long, non? Ça demande quand même une démarche particulière. Ah, de fou. Alors, ça prend un peu de temps. Mais en fait, ça dépend ce que tu cherches. En fait, par exemple, moi, j'ai une liste de choses que je veux acheter, mais qui sont pas important maintenant. Donc je me dis voici la liste et après je mets des alertes et je regarde de temps en temps. Et typiquement sur des labs, moi je mets des alertes, je dis si un jour il y a ça qui est moins cher, je reçois la notif et j'irai le prendre, mais il y a aucun problème et j'attends parce que parfois c'est vraiment pas des choses qui sont urgentes, je me dis pas de problème, je peux attendre. Par exemple, je sais que chaque année il y a des réductions, c'est sur la carte jeune ou n'importe quoi sur la SNCF. Bien sûr, j'attends et souvent sur du labs il y a en plus pour le coup. Je dis moi j'attends, il y a aucun problème, je peux attendre. En plus du coup je l'achète au même moment chaque année. Parce que en général c'est au même moment et puis elle dure un an. Souvent c'est à Black Friday qui le font et du coup je dis mais moi j'attends, il y a aucun problème et franchement tous les abonnements ça se négocie, il y a aucun problème là-dedans pour le coup, tu vois. Ah ouais. Donc après par exemple, même sur l'alimentation, je me fais, tu vois, les grandes courses, je les prends directement en livraison, je fais pour 300 € de courses, mais ça sera toujours moins cher que d'aller acheter dans ton magasin de quartier, ce qui te coûtera peut-être 30% plus cher. Mais en soi, si c'est sur 1 € où tu te dis, oui, quand tu gagnes t'as un salaire un peu décent, c'est pas grand chose. Mais sur 30% sur toute ton année et tout, ça peut faire beaucoup. J'imagine sur les petits budgets, c'est évident que c'est des choses à faire. T'achètes en vrac, c'est évidemment aussi moins cher, tu vois. Et donc pour moi, avoir un budget, ça te permet de cibler tes dépenses. Et en fait, moi, parfois, je me disais, mais quoi, j'ai dépensé autant d'argent en vacances? Je pensais pas. Parce que parfois, tu sais, quand tu vas en vacances au mois d'août, tu commences à acheter des choses au mois de mars. Tu fais la somme de tout ça. Tu as dépensé beaucoup plus que prévu parce que quand t'arrives au mois d'août, t'as oublié que t'as payé le billet d'avion, l'hôtel et tout. Tu dis mais oui, en fait j'ai payé ça. Tu vois, on se fait kiffer, on vit qu'une fois et en fait tu payes. Clair. Et quand tu mets bout à bout, tu dis ah oui, là j'ai dépensé beaucoup, je pensais pas, même pour les loisirs et tout. Et vraiment tenir un budget catégorie par catégorie, je trouve que c'est la meilleure idée. Ouais. Mais du coup, ça t'oblige à chaque fois à trouver des bons plans parce que ton budget vacances, comme tu disais, de mars, t'achètes en mars, tu te rends compte qu'il est trop énorme. Là, par exemple, t'as dit, voilà, j'ai vu que mon budget vacances était trop énorme. Tu veux pas refaire la même erreur. Donc, l'année d'après, qu'est-ce que tu fais? Tu pars moins longtemps? Tu trouves juste des bons plans? Tu pars plus en vacances? Est-ce qu'il y a déjà un moment où tu t'es dit, je pars plus en vacances parce que là, je trouve que je dépense trop en vacances? Non, pas à ce point. Mais pas à ce point. Non, mais en fait, je me dis, parfois, toi, c'est les billets d'avion. Parfois, nous, le problème qu'on a avec mon groupe d'amis, c'est qu'on prend souvent les billets d'avion, mais genre 2 semaines avant. Ah bah ouais, d'accord. Pire. Non, mais on en parle depuis le mois de janvier. Mais c'est pareil. Mes vacances du mois d'août, on sait où on va. On a toujours pas pris les billets. On avait dit, on fait au mois de janvier. Février, mars. On va le faire en avril, tu vois. Mais parfois, juste, on scanne, en fait, les billets d'avion plusieurs mois en avance. Et dès qu'on se dit, OK, on sent le prix plancher, on prend. Et souvent, les gens, ils disent, ils voient un prix, ils comparent même pas. Non. C'est le truc le plus fou. Les gens ne comparent pas les choses. Ouais. C'est comme quand je parlais tout à l'heure des abonnements, les assurances. Tu vas pas voir une assurance, tu vas pas juste chez Groupama et tu regardes. Tu fais Groupama, AXA, je sais plus tous les assurances qu'il y a et tu compares. Pour moi, ça me semble évident. Des comparateurs en ligne. Skyscanner pour les avions. Ah bah oui, genre les Furets. Les Furets. Ils seront contents parce que je fais une collab avec eux. Ah d'accord. Non mais en vrai c'est hyper pratique. Mais tu vois toi tu connais le sujet. Par exemple pour les assurances. Bon les vols, je pense que maintenant plus de monde commence à le faire. Mais pour les assurances. T'as juste qu'une envie, c'est d'avoir ton assurance et puis basta, quoi. Et en fait, dans la vie, il faut tout comparer. Les gens, mais même quand tu vas chez le garagiste, tu fais pas juste un devis pour moi. Tu compares plusieurs garagistes. Un plombier, tu compares plusieurs plombiers. Alors oui, c'est un peu relou, j'avoue, parce que là, ils viennent chez toi, il faut qu'ils viennent. Faut faire des rendez-vous. Mais en soi, quand tu compares, c'est la meilleure chose que de comparer. Enfin, c'est pas, on te dit 1000 € pour faire ça. Si ça vous choque pas, s'il faut, tu vas avoir 300 € pour la même chose. Parfois, il y a des choses, les prix, parfois il y en a qui mettent des prix pas chers, mais c'est la qualité va être bidon, tu vois. Parfois il faut pas transiger tout le temps avec le prix. Bien sûr, tout à fait. Mais en soi, si je te dis il y a un vol à 800 € avec Air France ou 300 € avec EasyJet, je suis désolé, mais tout le monde va prendre EasyJet, tu vois. Ça semble cohérent, tu vois, surtout quand t'as beaucoup moins d'argent. Franchement, même je pourrais être millionnaire. En soi, c'est 500 € moins cher le vol, je vais évidemment aller chez EasyJet, tu vois. Ce serait fou de faire clair. Ça dure 2 heures. Mais après, par exemple, tu vois, les Airbnb, tu peux faire, quand tu vas en vacances, tu peux faire, tu vois, attention lesquels tu peux prendre et tout.
Après, forcément, parfois, les coûts parfois sont incompressibles. Tu peux rien y faire, tu vois. Pour le coup, c'est un peu complexe. Mais parfois, tu peux juste changer d'endroit. Honnêtement, il y a des gens qui disent, moi, je vais que les endroits un peu stylés. Évidemment, si tu vas en vacances uniquement à Mykonos, Ibiza ou Saint-Tropez, la Sainte Trinité, comme on dirait, ok, mais tu peux aller si tu veux en Croatie, au Monténégro, en Italie. Enfin, bon, en Italie, c'est quand même cher, mais t'es pas obligé d'aller dans les endroits les plus de kiffeurs au monde. Tu vois, là, la grande vibe, c'était d'aller à Bali. Bali, en fait, ça commence à devenir de plus en plus cher, honnêtement. C'est pas, les billets, déjà, ça coûte cher. Et la vie, si tu veux, tout le monde se dit tu kiffes ta vie, ça finit par coûter comme très cher, tu vois. Alors qu'il y a d'autres destinations, tu peux aller en Thaïlande, j'en sais rien, au Sri Lanka, ce genre de pays, qui sont tout aussi intéressants, je pense, et qui coûtent moins cher. C'est juste que, encore une fois, les gens se comparent. Tout le monde va à Bali, donc je vais à Bali. Tout le monde va à Ibiza, je vais à Ibiza. Donc en fait, c'est un peu le cercle vicieux, mais je trouve que sur les vacances, quand même, faut aussi se faire kiffer, tu vois, un minimum. Je dis pas aux gens, faut vivre comme un ermite. Il y en a qui vivent, c'est le mouvement FIRE. Tu vois le mouvement FIRE, ce que c'est, où tu vis, mais une vie de l'enfer, je pense, t'as aucun coup de ta vie et tu pars à la retraite à 40 ans, mais t'as rien fait de ta vie. C'est dommage, parce que entre 20 et 40, c'est quand même les moments où t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, il faut quand même profiter, mais toujours penser que, en théorie, tu meurs pas à 30 ans, donc faut quand même préparer 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec ton approche en même temps, c'est que on peut se faire plaisir, mais en même temps, on apprend à bien gérer son budget. C'est d'être un peu responsable, tu vois. Et c'est le truc qu'on t'apprend pas. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Ça s'appelle la TikTokisation de la vie. Les gens n'ont plus cette capacité de se dire, j'épargne un peu aujourd'hui, je me restreins un peu. Je dis pas de se restreindre totalement, un peu aujourd'hui pour profiter d'un an. Tu vois, c'est la gratification différée. C'est Mathias Bacchino qui parle toujours de ça, tu sais, le directeur de Third Republic, qui dit gratification différée. Et honnêtement, c'est pas mauvais de se dire, je vais pas profiter maintenant, je vais profiter dans 6 mois, 1 an. C'est comme ça, quand tu achètes un bien immobilier, tu vas vraiment bénéficier de tout ton capital dans 25 ans. Quand le bien sera à toi, tu auras peut-être fait une plus-value, t'en jouis un peu aujourd'hui, mais quand tu auras plus de prêt immobilier, là, tu vas vraiment kiffer ta vie. Tu vas dire, waouh, j'ai plus cet emprunt de 1000 euros par mois. C'est fou, tu vois. Et donc les gens, juste, ils sont plus habitués, je pense, à attendre un peu. Ils veulent tout dans l'instantané parce qu'ils se disent, les gens qui sont devenus millionnaires sur les réseaux, ils sont devenus influenceurs du jour au lendemain, ils sont devenus riches. Non, tout est fake sur les réseaux. Mais les gens s'en rendent pas compte. C'est pour ça, moi, mon but, c'est d'essayer de rendre un peu les gens responsables, de se dire, on peut pas tout avoir. Faut parfois faire des efforts dans la vie. Et c'est pas plus mal, tu vois. Ouais. Et t'avais une vidéo où tu parlais d'un manteau. Tu sais, là, il faut mieux acheter un manteau X euros plutôt que X. Est-ce que tu peux déjà nous raconter cette vidéo pour les personnes qui l'ont pas vue et expliquer ta vision qu'il y a derrière? En fait, souvent, on réfléchit par le coût, tu vois, d'un vêtement. On dit le coût, ça coûte 10 euros ou 200 euros. Et en fait, là, c'est une autre vision qui est le coût par usage. En fait, tu vois, pourquoi les gens achètent chez Shein ou Temu? C'est que tu peux acheter pour 10 balles un vêtement. Quand tu achètes un vêtement 10 euros, la qualité, je m'attends pas à ce que ce soit du Louis Vuitton. C'est-à-dire que tu vas mettre une fois, 2 fois, peut-être qu'il sera mort. 10 euros, je pense pas que tu portes du textile. C'est du pétrole transformé. Enfin, c'est mauvais. Je parle même pas des conditions de production, tu vois. Outre cela, tu vas peut-être le mettre une fois. Donc oui, avec 200 euros, tu vas pouvoir acheter 20 vêtements à 10 euros. Mais si t'achetais vraiment un vêtement à 200 euros que tu kiffes, que tu vas porter 20 fois, 30 fois dans ta vie, parce qu'en vrai, quand t'as des choses tout le monde a cette problématique. On a beaucoup de vêtements, on met souvent les mêmes. C'est vrai. Et en soi, en coût par usage, si tu mets 20 fois, ce vêtement, il va te coûter aussi 10 euros par usage, tu vois. Et en fait, plus ou moins ça, tu l'appliques à tout. Tu peux l'appliquer à un téléphone, tu peux l'appliquer à une voiture. Une voiture, à 100 000 euros, c'est quand même plus compliqué. Il faut quand même la conduire pas mal de fois, tu vois. Mais en fait, en soi, soit t'achètes un produit de qualité, soit t'achètes plein de produits qui sont de mauvaise qualité. Ceci dit, c'est pas parce qu'un pull vaut 200 euros que c'est de la bonne qualité. Ouais, il faut aussi voilà, tu vois, mettons ce petit bémol dans le prix exactement, tu vois. Jouer, mais parfois, tu vois, la qualité, il faut pas non plus sacrifier parfois la qualité pour la quantité. Oui, par exemple, tu vois, moi pour la quantité, les produits en vrac, t'achètes de la lessive, il y a plein de promos, 3 pour le prix de 2, les trucs comme ça, il y a aucun problème. T'achètes du thé, pareil, je sais pas, des réductions, t'en profites. Là où il faut faire plus attention, où il faut être un peu intransigeant, c'est sur la nourriture ou le cosmétique. Les choses que tu vas mettre sur ton corps ou que tu vas ingérer, ça a un impact direct potentiellement sur ta santé. Donc là, c'est quand même un peu dangereux. Tu vois, je mettrais pas des produits. Donc si tu vois, si tous les produits, je sais pas, une crème sur une niche, tous les produits valent 30 euros. Si on me propose une crème à 2 euros, je serais un peu sceptique. Qu'est-ce que tu mets réellement sur toi? Est-ce que tu vois, c'est tout à fait. Parfois, il y a des choses, il faut pas non plus trop abuser sur les prix. Parce qu'en fait, parfois, tu vas acheter. J'avais fait une vidéo, c'était le mec qui est radin surtout. Donc, il va acheter une vieille télé qui date d'il y a 10 ans. Une vieille voiture qui date d'il y a 20 ans, et un an après il revient parce qu'il y a tout qui est tombé en panne. Bah oui, mais si t'as acheté que des produits qui étaient déjà au bord de la mort,
forcément, t'as voulu faire des économies, mais ça va te pousser à racheter quelque chose. Et parfois, c'est un peu le truc, c'est t'as le choix entre un objet à 50 € ou un à 100. Tu te dis, bah, au pire, 50, je le rachète. Mais si celui à 50, il dure 1 an et l'autre, il dure 10 ans, bah, en fait, à un moment donné, ça va te coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Et les gens, en fait, réfléchissent souvent sur le court terme, l'impact financier. Mais ce qui est cohérent, quand t'as pas beaucoup d'argent, bah, tu préfères te dire, je dépense 50 € plutôt que dépenser 200, on sait jamais. Sauf que sur 20 ans, peut-être que tu vas dépenser beaucoup plus en plein de petits objets qui sont nuls, tu vois. Bah oui. Moi, ça m'avait fait ça avec un aspirateur. Tu vois, j'avais acheté un aspirateur, genre, je voulais tester, tu vois, pas cher. Je l'ai acheté. Au final, je m'en suis retrouvée à acheter 3 parce que j'en avais racheté un parce qu'il marchait plus au bout de 2 mois. Puis au final, j'ai investi dans un aspirateur qui est beaucoup plus, d'une marque. J'en suis très satisfaite. Et voilà. Mais au moins, tu le sais que tu le gardes. Mais tu vois, j'ai dépensé plus d'argent dans les sous-marques. Ou pas. C'était même pas forcément des sous-marques, mais juste, voilà, une qualité moindre que dans le vrai investissement de l'aspirateur qui coûte beaucoup plus cher, mais qui au final m'a revenu moins cher. Mais après, au moins, t'as appris un truc. Tu le sais. Oui, maintenant, les gens, tu fais l'erreur une fois. En vrai, tu fais l'erreur une fois pour certains produits comme ça. Mais il y en a, ils disent non. C'était la marque qui était mauvaise. Non, c'est ça. Ils trouvent des excuses. Ah oui, c'est vrai aussi. Alors que l'excuse, c'est toujours la même. C'est juste que les produits, je vais pas attaquer tous les produits pas chers, tu vois. Mais quand il y a des différences drastiques de prix, parfois c'est un peu justifié, tu vois. Parfois, honnêtement, là, parfois c'est des arnaques. Franchement, si tu me dis, il y a un sèche-cheveux à 500 € et un 50, ils vont jamais réussir à me convaincre à acheter à 500 €. Ça, oui, je suis pas un pigeon non plus. Parce qu'il faut pas être des pigeons non plus, tu vois, à ce moment-là. Non, mais en fait, parfois, c'est juste abusé. Et surtout, plein de fois, il y a plein de fois des réducs, en fait. En vrai, moi, ce que je dis aux gens, c'est si c'est pas urgent, il faut chaser les réducs à fond. Oui, moi je peux que te suivre. Oh non, moi j'ai dit aux gens, c'est si c'est pas urgent, vous avez pas besoin de faire tout ça. C'est comme il y a des gens qui achètent des voitures neuves. Honnêtement, les voitures neuves, tu sors du concessionnaire, t'as déjà perdu 15%. Franchement, je suis d'accord. C'est très stylé d'avoir une voiture neuve, ça sent neuf, c'est trop content et tout. Mais en vrai, au bout de 3-6 mois, t'oublies que t'es dans une voiture neuve. T'es dans les bouchons comme tout le monde. En vrai, donc ça n'a aucun intérêt pour moi d'acheter des voitures neuves. Vaut mieux prendre une seconde main qui va te coûter tellement moins cher qu'une nouvelle voiture, mais qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a aussi le risque de prendre une voiture seconde main qui a des problèmes de partout et elle finit par coûter plus cher, tu vois. Juste milieu. Il y a toujours le juste milieu à trouver. Ce truc juste milieu, finalement, la notion de nuance a totalement disparu de notre monde aujourd'hui. Les gens sont très A ou B. D'ailleurs, on voit, tu vois, par l'explosion du luxe, du pas cher, mais le milieu de gamme aujourd'hui a quelques problèmes. Tu vois, les marques de vêtements prêt-à-porter milieu de gamme ont pas mal de problèmes en ce moment parce qu'elles n'arrivent pas à se positionner. Parce que les gens qui ont pas trop d'argent, ils vont pas les acheter. Mais quand t'es riche, tu vas pas acheter non plus. Et donc t'essaies de cibler des gens, mais personne n'a envie de se dire, je suis moyen, tu vois. Tout le monde veut cibler une catégorie en particulier. Et donc tu vois, ils ont pas. Et à un moment donné, on est dans un monde tellement polarisé aujourd'hui dans tout. Je parle de ça, c'est pareil en politique, c'est pareil sur tout. Tout le monde doit avoir un avis tranché. Alors que parfois, avoir un peu de pondération, c'est aussi utile, je dirais, dans la vie. Oui, tout à fait. Alors Charles, je vais passer à notre petit one-one. Je vais te dire quelques mythes qu'il y a autour d'investissement ou autre. Et toi, tu me dis si c'est mythe ou réalité. Ok ? Oui. Il faut absolument investir dans l'immobilier avant 30 ans. J'aurais tendance à dire réalité. Réalité, puisque c'est ce que réalité, tu parce que moi, je dis quand même aux gens, il faut investir. En fait, souvent, les gens, s'ils font pas l'immobilier, ils vont rien faire. Donc quitte à rien faire, faites de l'immobilier plutôt qu'aller dépenser 1 000 € tous les mois à payer un loyer ou de faire n'importe quoi. Mais c'est pas une obligation, il y en a qui arrivent à faire 100, mais c'est des gens à la limite qui vont faire de l'investissement locatif, d'autres choses à côté. Mais si vous avez prévu de rien faire dans votre vie, faites-le. Louer, c'est jeter son argent par les fenêtres. Ça rejoint un peu la question présente. Alors j'ai un peu réalité, mais ça dépend quelle est ta stratégie toujours. Si t'as 10 biens immobiliers en locatif, toi, c'est pas déconnant parce que t'as investi tout ton argent pour générer de l'argent. Mais si juste tu loues ou tu fais rien d'autre, c'est bête, je pense. Après, je pars du principe que les gens peuvent s'acheter le bien. Si t'as pas l'argent pour te l'acheter, c'est évident que t'as pas le choix. C'est évident, tu vois. Ok. Les cryptos, c'est maintenant ou jamais. Punaise. Je pense mythe parce que on s'était déjà dit ça. Les gens se sont dit ça en 2010, en 2015, en 2020, en 2025. Je sais pas quel est le taux d'adoption des cryptos dans le monde, ça doit être moins de 10% de la population, tu vois. Donc si vraiment ça atteint les 7 milliards ou les 8 milliards, on est hyper tôt, tu vois. Mais en effet, tout le monde se dit ça et personne connaît le cours à l'avance. Donc c'est dangereux. C'est intéressant de s'y intéresser. C'est intéressant. C'est pas mal. En vrai, il faut toujours s'intéresser aux nouvelles technologies parce qu'en fait, même quitte à pas investir, tu regardes, il faut comprendre comment fonctionne le monde moderne. C'est comme si je te dis, tu regardes pas l'IA.
Ouais. Ça serait une connerie monumentale de ne pas s'intéresser à l'IA aujourd'hui, tu vois. vrai. Mais si tu n'utilises pas, il faut regarder. Juste par curiosité. Je suis contente parce que mon mythe vs reality là que j'ai fait, il est assez en phase avec tout ce que t'as dit. C'est un bon récap. Les assurances, c'est du vol. On nous dit souvent ça. Bah, mythe, parce que honnêtement, ça dépend lesquels. Bah, toi, comme tu disais, de toute façon, faut passer par un comparateur. Ouais. Bah, dans tous les cas, les assurances, t'as pas le choix. Quand t'as une voiture, t'as pas le choix. Quand t'as un prêt immobilier, t'as pas le choix. T'as une maison, je sais pas, ta maison elle brûle, t'as pas d'assurance contre le feu. Bah t'es grillé. Après il y en a qui te vendent des assurances sur des assurances. Apple fait énormément d'argent sur les garanties de ses produits. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, il y a aussi ce type d'assurance là sur les téléphones et tout. Moi je me souviens, j'en avais pris une fois. Il avait eu un truc, mon téléphone, on n'a jamais voulu me rembourser. Je me suis dit, plus jamais d'assurance. En fait, c'est le problème, c'est que souvent on te fait payer, on te dit ouais, on va vous protéger le jour où tu dois être protégé. C'est pas écrit dans les conditions. C'est une clause qui fait qu'ils peuvent pas pour X raisons. C'est vrai, mais après tu as des assurances, c'est quand même utile. Enfin moi par exemple, j'ai une assurance qui est tu vois, si en cas d'incapacité de motricité, je me dis bah au cas où ça me coûte pas non plus des millions par mois, hein, mais c'est toujours utile. Mais après il y a des trucs vraiment, il y a des assurances. En vrai la garantie en France de défaut de fabrication c'est 2 ans après l'achat, donc c'est déjà pas mal, tu vois, même s'il y a l'obsolescence programmée, c'est évident, c'est déjà bien. Je trouve que payer, rajouter en plus, en fait c'est parfois, quand ça coûte des objets de 2 ou 3 000 euros, t'es tenté. T'achètes un MacBook 3 000 euros, tu dis, pour 200 euros, 250 de plus, peut-être que ça vaut le coup, tu vois. C'est vrai. Mais en soi, c'est utile. Mais en fait, faut les comparer et faire attention parce qu'il y a tellement de petits caractères. De toute façon, les assurances, on en est toujours content jusqu'au jour où on en a besoin. Ouais, c'est clair. Ça là, tu te dis vraiment. Genre, parfois, je vois des avis, ils disent, tu sais pas, parfois, il y a des avis sur Amazon, ils disent, oui, j'ai acheté cet objet, au bout d'une semaine, je l'ai pas testé, il est bien. Mais les assurances, c'est pareil. Les assurances, c'est bien. Le jour où t'en as besoin, tu vas te rendre compte si c'est vraiment bien, tu vois, c'est un peu le truc. Ouais. Mais encore une fois, faut toujours comparer à garantie égale, évidemment. Très bien. Il faut épargner 20% de son salaire, sinon on est foutu. Bah, réalité. Moi, j'irais même plus, tu vois. En fait, honnêtement, ça dépend un peu de chacun, tu vois. Mais tout à l'heure, on parlait du 50-20-30 et une bonne stratégie à appliquer, c'est aussi, tu sais, le filet de sécurité. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Le fonds d'urgence, on pourrait l'appeler. En anglais, ils appellent ça le filet de sécurité. Je pense que oui, mais explique-nous quand même pour. Le fonds d'urgence, c'est 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles que tu as mis sur un compte accessible directement. C'est-à-dire, imagine, tu te fais licencier, t'as de l'argent de côté. Ta voiture a une galère, t'as de l'argent de côté. T'as une fuite, tu dois refaire ta salle de bain, t'as de l'argent de côté. Beaucoup de gens vivent un peu paycheck to paycheck, tu vois. Tu vis ton salaire, tu le dépenses, ça peut à la fin du mois. Alors évidemment, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu peux pas le faire, tu vois. Mais il y a des gens, tu vois, ils mettent pas d'argent de côté et c'est extrêmement dangereux. Et donc cette méthode 50-20-30 va te permettre de mettre de l'argent de côté. Parce que c'est 20%, soit j'ai dit, soit de l'épargne, soit de l'investissement. Aujourd'hui, d'abord, tu mets de l'épargne de côté et ensuite tu peux investir. Parce que l'argent qu'on met, comme quand je parle d'investissement, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, tu peux le perdre. Ouais. Donc il faut être conscient que quand tu mets de l'argent en bourse, encore plus en crypto, tu peux te dire que l'argent, tu vas le perdre. Donc quand tu mets 10 000 euros, il faut être conscient que tu peux finir avec 0. Ouais. Et si tu as un problème, imagine ton action elle fait moins 30, tu es obligé de la vendre. Ouais. Tu perds de l'argent. Alors que si tu as un petit fonds d'urgence, 3-6 mois on dit en général, t'as pas de problème en théorie. Donc pour moi, c'est évident qu'il faut épargner. Et c'est ce qu'on nous apprend absolument pas à l'école. Ouais, c'est clair. Acheter une voiture, c'est mieux que de la prendre en leasing. Mais... tu vois, donc toi tu m'as parlé effectivement de la prendre d'occasion, ça je suis 100% d'accord, mais il y a aussi beaucoup de leasing. Et aujourd'hui j'avais même vu un reportage, je crois que c'était un sorte de Capital ou autre sur M6 qui disait qu'on était dans une société où les jeunes louaient beaucoup plus qu'ils n'achetaient un appartement, une voiture, etc. Qu'est-ce que toi tu penses du leasing par exemple? Alors, en voiture. En effet, pour moi, je pense qu'on va dans une stratégie par abonnement où tu payes. Oui, par abonnement. En fait, tu payes. On revient au coût par usage. En fait, à chaque fois que tu auras besoin, en fait, à terme, il est évident. La stratégie de Uber, de toutes les voitures autonomes de Tesla, on n'aura plus de voiture. Ouais. On va commander une voiture autonome qui viendra, qui nous dépose et qui repartira. C'est évident que c'est l'avenir parce que c'est ce dans quoi ils investissent. Et vu le coût des voitures, il n'y a même pas assez de parking, ce n'est plus possible. Et donc pour moi, ça rejoint le leasing, c'est un peu l'étape d'avant, tu vois, qui est plutôt intéressante sur le papier parce que tu peux avoir une voiture pendant 3-4 ans, souvent les gens font ça, et après ils l'achètent pas. Et ce qui permet d'avoir une nouvelle voiture à chaque fois. Et quand la voiture t'appartient pas, en théorie, bah, tu as aussi l'assurance de la banque qui te finance. Ouais. Et donc en cas de problème, elle va aussi t'aider, tu vois, à te protéger. Donc je trouve que c'est assez intéressant là-dessus. En fait, comme toujours, ça dépend des conditions qu'on te propose. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins tu changes de voiture fréquemment. Tu as une bonne voiture, tu as moins de pépins, tu la gardes pas pendant 20 ans.
Donc pour moi, je trouve que c'est plutôt Surtout que intéressant. la voiture prend pas de la valeur. Et en plus, elle est pas à toi. En fait, c'est qu'en fait, comme elle est pas à toi, tous les la cas, voiture a pas de la valeur, ça change pas ta vie, oui, tu vois. Ça change pas ta vie. Donc je trouve que c'est assez comme intéressant. l'immobilier, c'est différent, quoi. Mais Exactement. Donc pour moi, c'est plutôt intéressant. Encore une fois, ça dépend des conditions d'utilisation, tu vois. Et enfin, j'aimerais quand même que tu nous parles de ton meilleur bon plan, quand même. Meilleur. Si tu devais parler d'un meilleur bon plan. Meilleur bon plan. Ah, c'est pas simple. J'avoue, j'ai pas dit désolé. Meilleur bon plan qu'on Ton aurait. meilleur bon plan. Le meilleur Ever. Le meilleur bon plan ever. Ah ben. Et on en parlait tout à l'heure avant le podcast. C'est parfois, ça c'est heureusement c'est grâce à D-Labs pour le coup, il y a des réductions de fou dans la grande distribution, dans les supermarchés, où tu as des trucs à moins 30 ou 40 voire 50%, mais sur n'importe quel objet, du style des iPhones, des MacBooks, surtout du Apple, Carrefour, ils font beaucoup. Exactement. Et tu récupères sur ta carte de fidélité. Et on en parlait, les gens disent non, c'est pas l'argent. Mais si tu dois faire tes courses, en fait, t'as 500 € chez Carrefour, mais tu vas acheter ta nourriture chez Carrefour si c'est que ça. Et je trouve que c'est pas horrible. Et c'est là où j'ai eu les meilleurs bons blancs, c'était là parce que on a eu des iPhones à moins 50%. Et comme c'est des choses, Apple ne fait jamais de solde. Ils n'ont aucun problème à vendre les produits. Et c'est vraiment les meilleurs bons plans que j'ai, c'est forcément là, tu vois. Et ben là, moi, je peux que te dire, je suis à fond derrière toi sur ça. C'est un peu mon défi de tous les jours que les gens comprennent ça, mais non, mais trop bien. Qu'est-ce que du coup ton prochain, donc tu vas sortir un podcast. Là, t'es en cours de préparation. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur ce podcast? Alors c'est un podcast très différent, je pense des autres podcasts, parce que j'ai essayé un peu de benchmarker tout le monde, et en fait c'est un podcast politique où donc je vais interviewer des élus politiques. Pour un peu démocratiser. Donc des maires, des députés. Alors pour l'instant j'ai députés, sénateurs, ministres, maires, présidents de région. Non, là on va tourner dans les prochaines semaines. J'ai déjà les invités qui m'ont dit oui. Donc ça va rester extrêmement large, tu vois. Enfin, ça va aller tous les élus de la République pour le coup. T'as un nom déjà ou pas? On peut spoiler un nom de podcast ou pas encore? Le nom de podcast. Non, pour l'instant, je spoil pas. Mais les invités, les invités, c'est jusqu'en haut de l'État, ça va être. Pour le coup, j'ai déjà. Il nous tease. Tu teases très bien. Tu vois, il faut voir. En fait, c'est l'avantage, c'est que comme je travaille pas mal avec des gens du domaine politique, maintenant j'ai pas mal de gens que je connais et qui viennent volontiers là-dessus. Donc il y aura une partie politique où en fait, c'est pour donner du temps déjà de connaître la personne et de parler longuement sur des sujets. Aujourd'hui, on interviewe les élus sur une micro-polémique de 2 minutes à la télé. Sauf que ça, c'est nul. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on connaît pas ce que pense vraiment la personne. Là, on va vraiment savoir qui elle est, d'où elle vient, pourquoi tu deviens politicien finalement. Quel est ton avis sur des gros sujets? Ça va pas être sur la polémique du moment. Ça va être quel est ton avis sur, j'en sais rien, sur la fiscalité, l'économie, tout ce que tu veux, mais plein de sujets très différents. Et après, un peu des petits formats un peu réseaux sociaux pour faire passer un peu le temps qui peuvent être intéressants. Et en parallèle, donc des entrepreneurs. Donc là, plutôt des PDG de grosses boîtes qui ne parlent jamais et qui pourraient nous expliquer leur vie, comment on devient PDG du CAC 40. Je trouve ça hyper intéressant. C'est des gens, tu vois, qui n'osent pas trop parler. Là, c'est vraiment des sujets long terme. On va pouvoir expliquer comment la politique t'impacte, comment la fiscalité, comment les tarifs douaniers de Trump impactent ton quotidien, comment les sujets qui pourraient intéresser tout le monde et que les gens ne comprennent pas forcément puisque ces gens-là ne parlent jamais. On ne donne jamais la possibilité. Après, je pense qu'ils ont un peu peur de parler aussi dans les médias. Alors que tout le monde est intéressé de comprendre comment tu as créé une boîte qui vaut 100 milliards, 10 milliards. C'est hyper inspirant et ces gens-là ne parlent jamais. Alors que c'est ces gens-là que je veux entendre plus que des gens qui font n'importe quoi sur Internet, tu vois, pour le coup. Et après, le but, ça serait un peu d'ouvrir, en fait, à tout type un peu d'entrepreneurs, mais artistes, tu vois. Moi, j'aimerais même faire venir, je sais pas, des footballeurs, des musiciens qui font des choses incroyables et qui m'intéressent pour le coup. Le nom de tes réseaux sociaux, c'est? Alors, j'en ai 2. Du coup, j'ai pas encore changé mon nom de partout, donc c'est Charles Gasto sur Instagram et sur YouTube, mon vrai nom, et Charles Sterlings. Exactement, sur TikTok et Facebook, par exemple. Ce sera écrit dans la description du podcast et dans la description YouTube pour les personnes qui regardent en visuel. Merci Charles, c'était un super bon moment. Merci à toi de l'invitation et surtout, en plus, ça fait plaisir parce que dans tous les cas, moi, je chase D-Labs depuis des années et des années, donc. Ça me fait encore plus plaisir. Exactement. Trop bien, merci beaucoup Charles. Merci.